Bienvenue dans la semaine de l'écho spéciale retraite. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphanie Villers, conseillère économique de PwC France et Maghreb. Mickaël Zemmour, enseignant-chercheur à l'Université Paris 1, co-auteur du système français de protection sociale aux éditions La Découverte. Jean-Philippe Dugouin-Clément, vice-président UDI à la région Île-de-France et maire de la commune de Mennecy. Bonjour à tous les trois et merci d'avoir accepté notre invitation. Au programme de cette émission, après 2 journées de mobilisation massive contre le projet de réforme des retraites en France, le gouvernement garde le cap. La Première ministre défend un texte qui vise, selon elle, l'équilibre et la répartition de l'effort. Cette réforme est-elle juste et indispensable? Existe-t-il des alternatives? Éléments de réponse à suivre. Le projet de loi est débattu depuis lundi à l'Assemblée nationale. De nombreux amendements déposés tentent de corriger les effets négatifs du texte sur les futures retraites des femmes. Sont-elles les grandes perdantes de cette réforme et qui sont les gagnants? Réponse dans un instant. Enfin, la France n'est pas la seule à retarder l'âge de départ à la retraite. Plusieurs pays l'ont déjà fait. Avec quel résultat? Nous poserons la question à notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault. Mais d'abord, il faudra donc travailler et cotiser plus longtemps. C'est le principe de cette réforme. Dès septembre prochain et jusqu'en 2030, l'âge légal de départ va augmenter de 3 mois supplémentaires chaque année pour atteindre 64 ans en 2030 contre 62 actuellement. L'allongement de la durée de cotisation passera à 43 ans dès 2027 alors que c'était prévu pour 2035 par la précédente réforme. Seule manière, selon le gouvernement, de sauver le système par répartition selon lequel les actifs paient les pensions des retraités. Jean-Philippe Dugouin-Clément, cette réforme est-elle la seule façon de sauver le système? On est sur un système qui est structurellement en déséquilibre. Je rappelle qu'il a été bâti dans les années 60 sur la base de 4 cotisants pour un retraité, qu'on va arriver à 1,7 cotisants pour un retraité. Et donc, on est au bout d'un système qui ne permet plus son équilibre. Alors, les solutions alternatives, elles peuvent être de jouer sur le montant des cotisations, sur le montant des pensions, ce qui ne nous semble pas forcément raisonnable et rationnel. Et donc, oui, aller sur un allongement du temps de travail est quelque chose qui est rationnel, qui est logique. C'était une promesse de campagne du président de la République. Ça faisait partie, je le rappelle, des éléments de campagne de Valérie Pécresse. C'est une proposition qui est faite tous les ans par la majorité sénatoriale au travers d'amendements qui ne sont généralement pas repris. Donc, ce n'est pas une surprise. Après, on peut se poser la question du timing, des détails et des modalités techniques de cette réforme, et puis de la mesure d'âge, parce que l'allongement de la durée aurait pu peut-être suffire à elle seule. Avant d'aller dans le détail, Stéphanie Villers, cette réforme est-elle justifiée? Oui, comme vous l'avez dit, il y a des déséquilibres, donc il faut tenter de trouver des solutions pour éponger les déficits qui sont accumulés par un système déséquilibré, à cause, bien sûr, de l'allongement de l'espérance de vie et un nombre de cotisants de moins en moins nombreux. Donc on comprend en fait la démarche. Pour autant, en fait, on connaît toute la problématique de l'emploi des seniors. Et en fait, ce n'est pas traité par la réforme. C'est-à-dire qu'on demande de travailler 2 ans de plus, sachant que déjà, les salariés ont du mal à rester en poste jusqu'à 62 ans. On va y venir. Mickaël Zemmour, vieillissement de la population, baisse de la natalité, l'équilibre financier du système se fragilise inexorablement. Cette réforme est-elle nécessaire à la survie du système de répartition français? Non, elle n'est pas nécessaire. Des réformes dans notre système de retraite, il y en a tous les 5 ou 10 ans, et donc il faut l'ajuster et le faire évoluer. Mais on peut choisir plein de leviers, plein de solutions. On n'est pas obligé de faire cette réforme-là. Et c'est un choix particulièrement brutal parce qu'il va concentrer beaucoup d'économies sur les personnes aujourd'hui aux portes de la retraite. Donc il n'y a pas de nécessité. Et puis par ailleurs, le vieillissement de la population, il ne s'est pas déclenché hier matin. En fait, depuis les années 90, la France accumule les réformes. La dernière, la réforme Touraine, n'est pas encore terminée. Elle doit se prolonger jusqu'à la génération 1974. Et en fait, du fait des réformes précédentes, la retraite est déjà aujourd'hui plus courte pour les gens qui partent que pour les gens partis il y a 10 ans. Et les pensions sont déjà en train de baisser. Et le niveau des pensions dans l'économie est stabilisé. Donc en fait, il n'y a aucune urgence. Et c'est plutôt une mise en scène, une dramatisation par le gouvernement pour poursuivre des objectifs plutôt du côté du marché du travail ou des dépenses publiques. Mais selon le Conseil d'orientation des retraites, le système des retraites est excédentaire actuellement, ces 2 dernières années, mais ça n'est plus le cas et ça ne le sera plus jusqu'en au moins 2032. Alors tout à fait, il y a un déficit qui est prévu, mais ce déficit, ce n'est pas un déficit qui est dangereux. Et donc on a le temps d'y répondre et on a plusieurs moyens d'y répondre. Là où je conteste le discours du gouvernement, ce n'est pas qu'il y a un déficit qui arrive. Il arrive, on peut y répondre de plein de manières différentes. C'est le fait de dire que le système est en danger et que pour le sauver,
il faut faire cette réforme maintenant et en utilisant cette mesure d'âge extrêmement rapidement. Ça, c'est pas ce que dit le Conseil d'orientation des retraites. Et effectivement, on pourrait suspendre la réforme et remettre sur la table les différentes possibilités pour équilibrer le système. Alors, je vais vous faire réagir, mais j'aimerais qu'on voit quand même une courbe. C'est celle justement du Conseil d'orientation des retraites. On voit qu'au-delà de 2032, le système devrait se rééquilibrer. On voit ces différents scénarios. Et les explications que donne le corps, c'est que les réformes, c'est grâce aux réformes déjà votées, et de la moindre augmentation du niveau de vie des retraités relativement aux actifs. Jean-Philippe Dugoin-Clément, cette partie de la courbe où on voit que les choses finalement se rééquilibrent, elle est peut-être moins mise en avant actuellement par le gouvernement. Pourquoi vouloir réformer à tout prix? Finalement, la situation n'est pas si alarmante que ça. Je crois que le gouvernement cherche à arriver à un équilibre qu'il n'y a pas aujourd'hui, avec un déficit qui va se creuser. La question du post-2032... Qui va se creuser, mais qui va se stabiliser. On n'a pas de garantie dessus. Et dans les éléments de réforme, il y a aussi une revalorisation des pensions. Je rappelle que pour nous, en tout cas à l'UDI, avec Hervé Marseille, dans les éléments que nous défendons et sur lesquels nous poussons, c'est une revalorisation pour avoir un minimum de 1 200 € de retraite mensuelle aujourd'hui. Donc c'est quelque chose d'important et donc c'est quelque chose qui ne rentre pas en compte là-dessus. Après, tout ça crée un problème de lisibilité de politique globale. Et je crois que ce qui est extrêmement dur à comprendre pour nos compatriotes, c'est qu'on sort d'une période du quoi qu'il en coûte. On vient de voter un budget en déficit de 165 milliards après un déficit de 172 milliards l'année dernière. Et la réalité, c'est que cette mesure d'économie, qui est par ailleurs justifiée d'un point de vue orthodoxie budgétaire, qu'est-ce qu'on laisse à nos enfants et comment on finance les choses? Elle devient assez peu lisible quand on demande d'un côté de rééquilibrer des comptes et que de l'autre, on ne le fait pas. Et c'est peut-être plus une question de logique et de cohérence politique générale qu'une question spécifiquement liée aux retraites. Alors justement, selon Elisabeth Borne, la Première ministre, ne rien faire mènerait le pays à sa perte en appauvrissant les retraités, en augmentant les impôts ou en cassant la dynamique de création d'emplois. Et ceux qui laissent entendre le contraire ne disent pas toute la vérité. Elle vise au passage le patron du Conseil d'orientation des retraites qui affirme, lui, que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Stéphanie Villers, qui dit vrai, le corps ou la Première ministre? Non, mais qu'il faut prendre la problématique dans son ensemble. Déjà, les dépenses de retraite, c'est 40% de la dépense sociale. Donc, c'est quand même l'éléphant dans la pièce. C'est 14% de la richesse nationale. Oui, donc c'est ce qu'il y a de plus... c'est le poids le plus important de tous les pays de la zone euro. Donc, on voit bien que... Il y a l'Italie et la Grèce qui font plus. On voit bien que quand même, les seniors, en tout cas en France, ont été privilégiés jusqu'à présent. Moi, j'aime bien donner un chiffre. Le minimum vieillesse est à 900 € par mois, lorsque le RSA est à 600 €. C'est-à-dire les jeunes, les plus de 25 ans, peuvent toucher un revenu de substitution qui est bien moins élevé que le minimum. Et ça veut dire quoi? Ça montre bien en fait que notre modèle social en fait accompagne plutôt les seniors et favorise les seniors. Pour autant, lorsqu'on a un déficit, donc un système en déséquilibre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est obligé d'emprunter sur les marchés financiers. Ça s'appelle on nourrit notre dette. Et lorsqu'on est au sein de la zone euro, on est obligé de faire appel aux investisseurs sur les marchés financiers pour financer cette dette-là. Et alors, je pense qu'Emmanuel Macron a certainement en tête ce qui s'est passé au Royaume-Uni avec Liz Truss au mois d'octobre. Je vous rappelle qu'il a présenté son budget de baisse massive d'impôts, parce que c'est dans l'ADN du Royaume-Uni. C'est plus libéral qu'ici. C'est pas comparable. Alors, ça aurait pu plaire au marché financier, mais pas du tout. Ça a été complètement rejeté. La livre sterling s'est effondrée, les taux d'intérêt ont augmenté. Elle a dû retirer son projet. D'ailleurs, elle a démissionné et ça donnait lieu à un nouveau projet budgétaire beaucoup plus rigoureux. Eh bien, la crainte, c'est véritablement ça. Aller demander, lorsqu'on a en fait une dette à financer, à des investisseurs de financer un modèle social où on part à 62 ans quand, dans l'ensemble de l'Union européenne, de la zone euro, on part entre 65 et 67 ans, ça devient de plus en plus compliqué. Avec une espérance de vie
en France qui est assez élevé par rapport même au reste des pays de la zone euro. Mais ce que vous dites, c'est quoi? C'est qu'il faut réformer pour sauver le système ou pour rentrer dans les clous budgétaires européens même. Qui, entre parenthèses, sont suspendus pour l'instant. Si le jour où, à partir du moment où on n'est pas à l'équilibre, on est obligé de demander de se faire financer par les marchés financiers, si les marchés financiers disent non, le système, il est plus financé. Voilà, c'est tout simple. Ou on trouve d'autres solutions, effectivement, augmenter les cotisations sur les salariés ou baisser le taux de remplacement. Il y a d'autres solutions. Michaël Zemmour. Je voudrais apporter 2 précisions. La première, c'est la courbe que vous avez montrée. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une situation où les dépenses de retraite dérapent. On va avoir de plus en plus de retraités, mais malgré ça, on va avoir des dépenses stables ou en baisse. Donc s'il y a un déficit qui se produit, c'est parce que l'État choisit de se désengager progressivement du système, d'une part parce qu'il a moins de fonctionnaires et parce qu'il a envie de faire des économies. Et la raison pour laquelle le gouvernement se force à tenir ce calendrier, elle ne vient pas du système de retraite d'abord, c'est qu'en fait, il a baissé des impôts, d'autres, les impôts de production notamment, la CVAE pour les entreprises. Ça lui a déjà coûté une quinzaine de milliards en 2020, ça va lui coûter 8 milliards en 2024. Et pour compenser ça, pour réduire le déficit, il y a baisse d'impôts d'un côté et baisse des dépenses publiques de l'autre. Et du coup, il a choisi, et c'est comme ça qu'il le présente, les retraites comme outil pour baisser les dépenses publiques en contrepartie des baisses d'impôts. Et c'est la raison pour laquelle il n'a aucune marge de manœuvre de négociation. Il s'est fixé un calendrier, un montant d'économie qu'il veut faire, et il a choisi comment le faire. Les retraites, et le truc le plus rapide pour faire des économies sur les retraites, c'est la mesure d'âge. Et donc, c'est là où il y a un hiatus, c'est qu'on ne part pas d'un diagnostic sur les retraites, on part d'un diagnostic général sur la stratégie économique du gouvernement, baisse des impôts sur les entreprises, baisse des dépenses publiques par les retraites. Jean-Philippe Dugouin, vous l'avez un peu mentionné tout à l'heure, y avait-il urgence à accélérer l'allongement de la durée de cotisation de 42 à 43 ans? Et pourquoi ajouter une réforme avant même que la précédente ait fini de livrer ses résultats? Et pourquoi, en plus, ajouter à cela une mesure d'âge? Alors là-dessus, moi je vous rejoins totalement. Ce qui rend illisible la décision du gouvernement, c'est que d'un côté, on fait 15 milliards de cadeaux aux entreprises et on pénalise les collectivités locales au travers de la CVAE, parce qu'on nous dit qu'il faut réindustrialiser le pays, mais plus de CVAE, c'est quand même tuer la dynamique, le moteur et l'intérêt pour les collectivités locales de recréer de l'emploi, de faire venir de l'industrie. Et donc ça crée un déséquilibre de compréhension. Qu'on veuille aller vers une orthodoxie budgétaire un peu plus équilibrée, qu'on se dise que depuis 50 ans que notre pays vote des budgets au déficit, il y a un moment où on ne pourra plus le tenir. Ça ne me choque pas. Ce qui est plus incompréhensible, c'est que d'un côté, on creuse du déficit et puis de l'autre, on veut aller vers l'équilibre. Deuxième chose, sur la question de la mesure d'âge, je pense qu'il y a une focalisation totale qui est faite aujourd'hui sur les 64 ans, que le gouvernement aurait pu avoir intérêt à ne travailler que sur la question de l'avancement des 43 ans, qui était déjà prévu dans la réforme précédente et qu'on avance de quelques années. Ce n'est pas une révolution, on l'avance de quelques années, plutôt que d'aller s'acharner sur cette question des 64 ans. Je rappelle qu'Emmanuel Macron, son programme, c'était 65 ans. Il est revenu à 64 en se disant que c'était un compromis ou quelque chose qui était équilibré. On aurait pu travailler uniquement sur la question de la durée de cotisation. Et puis, dernière chose, je crois également que... on est aujourd'hui dans une situation, ce que vous évoquiez, où le gouvernement a besoin de donner des gages pour pouvoir continuer à emprunter à des taux qui permettent à l'économie de fonctionner, de donner des gages au marché aussi. Michaël Zemmour, vous entendez cet argument, les dépenses de retraite qui représentent entre les 12 et 14% de la richesse nationale en France, en dehors de la Grèce et de l'Italie, c'est le pays le plus dépensier en matière de retraite de l'OCDE. Est-ce que c'est pas trop ? Alors, il faut mettre en perspective, c'est un choix de répartir le revenu entre actifs et retraités, mais il y a une singularité de la France dans les pays européens, c'est que la plupart des pays européens ont un système mixte avec un premier étage de retraite publique et puis un deuxième étage de retraite par capitalisation, soit en entreprise, soit individuelle. Et donc, on ne peut pas comparer les 14% aux autres pays, parce que dans les autres pays, on rajoute de la dépense privée. Cela dit, même quand on a pris ça, effectivement, les retraites en France sont plus protectrices qu'ailleurs. Et la différence entre la France et les autres pays, principalement, c'est un niveau de vie des retraités qui est un peu plus élevé. On a moins de retraités pauvres que dans les autres pays. Et on a aussi moins d'inégalités. C'est-à-dire que dans les pays où on a choisi la capitalisation, les ménages de classe moyenne ou les ménages modestes ont en général pas suffisamment épargné et donc ont un niveau de vie plus faible. Donc il y a une singularité de la France, à la fois sur l'âge, on part un petit peu plus tôt, pas beaucoup plus tôt, et sur le choix, effectivement, d'avoir un système de retraite protecteur. Stéphanie Villers, je voudrais vous faire réagir, et vous le mentionnez un petit peu tout à l'heure, est-ce qu'il faudrait davantage mettre à contribution les retraités ?
sachant qu'actuellement, en moyenne, ils sont plus favorisés que les actifs. Non, mais moi je trouve que c'est compliqué d'opposer les générations, parce que notre système, hein, en fait, il fonctionne sur justement la solidarité intergénérationnelle. Dans le fait, notre système même dans le fait qu'il y a un vieillissement de la population, que les femmes font moins d'enfants en France. Oui, enfin, elles en font déjà plus qu'ailleurs, donc avec 1,7 enfants par femme, ce qui explique qu'on a dû être moins dans l'urgence pour repousser l'âge de départ à la retraite. Hein. Je vous rappelle qu'en Allemagne, avec 1,4 enfants par femme, ils sont déjà à 65-67 ans. Donc, grâce à ça nous permet une moindre urgence. Après, en fait, c'est pas tant est-ce qu'il faut mettre à contribution les retraités. Il faut voir, en fait, le niveau de vie des retraités, et au-delà du revenu, en fait, c'est le patrimoine et l'épargne qui est détenu en majorité, enfin en grande partie par les seniors. Et en fait, il faudrait essayer de trouver une conciliation entre les retraités qui ont eu un taux d'épargne, par exemple, de 25%, de leurs revenus, hein, lorsque les plus jeunes ont un taux d'épargne de 8%. Et alors, ce sont quand même les jeunes qui ont besoin de rentrer dans la vie active, qui ont des projets. Ce sont est-ce que ça ne veut pas dire de taxer les seniors les plus riches ou les retraités les plus riches? Mais en fait, c'est drainer leur épargne, qui pour l'instant, en fait, a tendance à dormir, hein, sur des comptes bancaires très peu rémunérés, et trouver des solutions de financement pour les plus jeunes qui en ont besoin. Voilà. En fait, moi, le problème de cette réforme des retraites, c'est qu'elle n'est pas innovante, elle est paramétrique. On nous dit qu'il faut travailler 2 ans de plus. Et on dit aux entreprises, débrouillez-vous. Hein, on dit aux salariés aussi, débrouillez-vous. Mais en fait, comment accepter ce type de réforme sans solution? Or, il y a des solutions. Il faut réfléchir sur la capacité pour les entreprises d'absorber cette main-d'œuvre qui va être vieillissante, mais pour autant qui va avoir une vraie expertise. Parce que ces seniors avec 40 ou 43 ans d'expérience ont une vraie valeur ajoutée pour l'entreprise et donc pour l'économie. Et en fait, il faut miser aussi sur cette capacité-là pour transmettre, en fait... Ouais, on va peut-être montrer ce chiffre, hein, effectivement. Elisabeth Borne, hein, se dit prête à aller plus loin pour imposer l'emploi des seniors dans les entreprises. Le taux d'emploi des seniors, alors là on voit, hein, c'est les 55-64 ans, il est inférieur en France par rapport à la moyenne européenne. Et si on va sur des tranches d'âge plus âgées, eh bien cet écart il est encore plus important. Jean-Philippe Dugoin-Clément, en décalant l'âge de départ de 2 ans, risque-t-on de précariser les seniors en recherche d'emploi et donc de grever quelque part les comptes d'autres, de l'assurance chômage, voire de l'assurance maladie? Il y a 2 facteurs. Le premier, on a été jusqu'à maintenant plutôt sur une période de reprise et de diminution globale du chômage. Donc on a été plutôt, à voir les prochains mois et les prochaines années, mais sur une période tendanciellement de réduction du chômage et de reprise de l'activité. La réalité, c'est qu'on est passé d'un projet de réforme sous le premier quinquennat d'Emmanuel Macron qui se voulait une réforme structurelle, une réforme complète, une réforme lourde, à une réforme paramétrique, comme il y en a déjà eu plusieurs. On doit être à la 4e ou 5e en l'espace de 20 ans, où on joue un petit peu sur la mesure d'âge, sur la durée de cotisation. Et une réforme de ce type, et c'est tout ce qui doit ressortir du débat parlementaire. Si elle ne travaille pas sur l'emploi des seniors, si elle ne travaille pas sur les pénibilités des carrières, si elle ne travaille pas sur la situation des femmes, la réalité, c'est qu'on sera passé à côté du sujet. Et donc, si on se focalise uniquement sur le paramétrique, 43 ans de cotisation, 64, on passera à côté du sujet. Et moi, ce que j'espère, c'est que le gouvernement aura la capacité à entendre, à ouvrir pour qu'il y ait une réforme beaucoup plus structurelle qu'uniquement cette question paramétrique. Et ce qui me fait très peur, c'est qu'aujourd'hui, on se focalise uniquement sur, je crois, l'article 7, qui sont ces 64 ans qui crispent, qui focalisent. Là, on pourrait trouver beaucoup de consensus avec l'ensemble de formations politiques sur des sujets. Comment est-ce qu'on accompagne les seniors à travailler? Comment est-ce qu'on facilite le cumul emploi-retraite? C'est aussi un sujet qui se pose aujourd'hui. Parce que vous parliez du capital des retraites, mais il y a aussi énormément de retraités qui vivent très mal, qui sont dans des situations très difficiles et pour qui la possibilité d'avoir un cumul est quelque chose qui serait un véritable plus socialement. Oui, parce qu'effectivement, avant de passer l'âge à 64 ans, est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas s'intéresser à ceux qui aimeraient pouvoir travailler au-delà, précisément, et qui aujourd'hui ont des difficultés? Alors, le gouvernement l'a dit, il prévoit la publication d'un indicateur pour valoriser les bonnes pratiques et dénoncer les mauvaises au sein des entreprises. Ça n'est pas contraignant. Suffisant, je voyais sourire. Non, mais je pense que vous avez raison. C'est-à-dire qu'en fait, on sort quand même d'un décalage de l'âge de la retraite de 60 à 62 ans, et donc on a vu ce qui s'est passé. Il s'est passé 2 choses différentes.
les personnes qui atteignaient la retraite en emploi restent en emploi et se décalent. Donc les personnes qui avant travaillaient jusqu'à 60 ans restent en emploi jusqu'à 62 ans. Mais dans le même temps, les personnes qui, à 59 ans, 58 ans, étaient au chômage, en inactivité, en invalidité, en maladie, et ça représente, à 59 ans, ça représente 20% des gens qui étaient en emploi à 50 ans, c'est du monde. Ces personnes, elles restent plus longtemps sans emploi ni retraite, plus longtemps au chômage, plus longtemps au RSA. Ça, c'est déjà l'effet de la réforme précédente, et on n'a pas trouvé de solution à ça. Donc on sait, et c'est chiffré par les services du gouvernement, quand on décalera l'âge de 62 à 64 ans, il y a des personnes qui vont rester jusqu'à 2 ans de plus au chômage, au RSA. Et donc, il faudrait prendre les choses dans l'autre sens. En réalité, il faudrait commencer par travailler sur l'emploi des seniors, et ça prendrait peut-être 5 ou 10 ans. Et en conséquence, on permettrait aux gens de travailler jusqu'à l'âge de la retraite, voire au-delà. Alors pour l'instant, le gouvernement n'a pas l'intention de toucher à ces 64 ans. Des aménagements, en revanche, sont attendus sur les carrières longues et les femmes. Je vous propose de regarder ce reportage de nos confrères de France 2. Les femmes grandes perdantes de la réforme, le gouvernement cherche à corriger le tir. Avec ses 2 filles, cette salariée du privé aura validé ses trimestres à 59 ans et pensait prendre sa retraite dès 62 ans. Mais avec la réforme, elle devra attendre 64 ans et donc cotiser 5 ans et non plus 3 ans sans bonification. On parle de 5 ans. Dans une vie, 5 ans, c'est énorme. Surtout quand on atteint l'âge de 59-60 ans. On sait très bien que souvent, la vie est un peu plus difficile. On a un peu plus de mal des fois à se mouvoir. On peut tomber malade malheureusement assez facilement, on le sait bien. Dans le système actuel, les mères de famille reçoivent pour chacun de leurs enfants jusqu'à 8 trimestres de cotisation, de quoi partir plus tôt. Avec la réforme, elles devront attendre 64 ans pour partir à la retraite. Alors pour améliorer le texte, les amendements fusent à l'Assemblée. Première option, donner 2 trimestres par enfant pour avancer l'âge légal de départ en retraite. En clair, avec 2 enfants, une mère pourrait partir 1 an plus tôt, 63 ans. Pas suffisant pour notre mère de famille. On sait bien qu'on ne fait pas des enfants pour gagner de l'argent. Enfin, voilà, on fait des enfants parce qu'on a envie d'en avoir, on a envie de s'occuper d'eux, mais finalement, on est perdante, on est vraiment perdante. Autre piste, permettre aux femmes qui n'ont pas tout leur trimestre de partir avant 67 ans, à 66 ou 65 ans avec une retraite à taux plein. Une telle mesure pourrait coûter plusieurs milliards d'euros à l'État, intenable selon la majorité. Tout est discutable et moi je suis attaché à ce que nous fassions notre travail de parlementaire jusqu'au bout, mais en ayant à nouveau en tête la finalité de cette réforme, préserver notre modèle par répartition. Si on commence à le subventionner avec le budget de l'État, comme il l'est déjà en grande partie, eh bien on n'a plus un modèle par répartition. La question de la retraite des femmes est l'un des points sur lequel la majorité pourrait revoir sa copie dans les prochains jours. Alors, en l'état, les femmes devront cotiser plus longtemps que les hommes par rapport à la situation actuelle, selon l'étude d'impact du projet de loi. Pour les personnes nées en 1966, c'est 7 mois de plus pour les femmes contre 5 pour les hommes. Pour la génération 1972, c'est 9 mois de plus pour les femmes et 5 pour les hommes. Enfin, pour les personnes nées en 1980, 8 mois de travail de plus pour les femmes contre 4 pour les hommes, c'est 2 fois plus. Un impact qu'avait même reconnu il y a quelques jours le ministre des Relations avec le Parlement, Franck Riester, mais pas la Première ministre, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Vous diriez qu'il est temps de corriger le tir ? Là-dessus, il y a clairement un loupé dans les calculs ou les projections qui ont été faits par le gouvernement. Je pense qu'aujourd'hui, renforcer l'inégalité entre les femmes et les hommes au travers d'une réforme, encore une fois, qui se veut être une réforme juste, c'est quelque chose qui n'est pas audible, alors même que l'État, les collectivités, les entreprises, collectivement, essayent d'agir pour réduire les inégalités, réduire les discriminations dont sont victimes les femmes qui représentent, je le rappelle, la moitié de l'humanité. Donc pour moi, ça fait véritablement partie des sujets qui doivent faire l'objet, si le gouvernement veut passer sa réforme autrement qu'avec un 49.3, parce que la question de fond, c'est celle-là. La réforme, elle passera au 49.3. Mais passer cette réforme au 49.3, ça serait, je pense, une faillite totale du débat politique. Eh bien, ça fait partie des sujets sur lesquels le gouvernement doit donner des gages, doit lâcher un petit peu, doit réadapter pour avoir une réforme qui soit juste. Stéphanie Villers, en moyenne, les femmes partent plus tard que les hommes à la retraite. Elles sont 2 fois plus nombreuses que les hommes à continuer jusqu'à 67 ans pour obtenir une retraite pleine. Comment réduire ces inégalités ? Écoutez, moi j'ai envie de répondre à Marc Ferracci qui dit qu'il faut pouvoir sauver le système de retraite. On sauve un système de retraite par répartition en faisant des enfants. On n'a pas trouvé d'autres systèmes. Hein. C'est comme ça que ça marche. C'est parce qu'on fait des enfants qui deviennent des actifs pour payer les retraites de leurs aînés. Si on pénalise, en fait, on empêche ou on freine les femmes à la fois dans la sphère active, et en plus, elles savent que derrière, elles sont pénalisées
au moment de la retraite, je pense que la sanction, elle va être beaucoup plus immédiate et en tout cas beaucoup plus pesante que prendre en compte la nécessité d'accompagner en fait ces mères de famille qui à la fois veulent continuer leur vie active. Et je finirai par un autre point. En fait, tous les dysfonctionnements et les disparités dans la vie active sont amplifiés au moment de la retraite. Donc en fait, pour résoudre le cumul problème des inégalités de la retraite, il faudrait aussi déjà penser à résoudre la problématique des disparités au niveau du marché du travail. Alors, Michaël Zemmour, le gouvernement avance, quelques avancées. Le fait qu'il prévoit notamment un minimum contributif indexé à 85% du salaire minimum pour une carrière complète, une meilleure prise en compte du fait d'être aidant, une revalorisation de la pension minimale, une amélioration des dispositifs de carrière longue. Tout cela, est-ce bien suffisant pour réduire ces inégalités ? Non, pas du tout. Et en plus, il faudrait rentrer dans le détail. C'est-à-dire que certains dispositifs présentés par le gouvernement sont simplement des dispositifs d'atténuation de sa propre réforme. Une réforme qui tape dur. Donc en gros, quand vous êtes en carrière longue, plutôt que de prendre plus 2 ans, vous allez prendre plus 6 mois, plus 1 an et demi. Ça, ce n'est pas une amélioration pour les personnes concernées. La seule amélioration qui peut être réelle, c'est ce qu'on a appelé les minima de pension. Mais là aussi, il y a beaucoup de déceptions parce que tout le monde a en tête minima de pension à 1 200 €, pas un retraité en dessous de 1 200 €. En réalité, ce n'est pas du tout la mesure. Le détail de la mesure, quand on regarde, c'est une revalorisation de certaines petites pensions pour les personnes qui ont liquidé à taux plein, entre 33 € pour les nouveaux retraités et une cinquantaine d'euros pour les retraités actuels. Est-ce qu'on a une idée de combien sont concernés par ces 1 200 €? Oui, alors 1 200 €, très peu en fait. Aujourd'hui, vous avez à peu près 40% des femmes qui sont sous les 1 200 €. Au terme de la réforme, vous en aurez à peu près 35, quelque chose comme ça. Enfin, c'est cet ordre de grandeur-là. Pour les hommes, pareil. Donc en fait, on a... je ne vais pas m'embrouiller dans les chiffres, mais en gros, on a, c'est ça, 35% des personnes actuellement qui sont sous les 1 200 €. Après la réforme, on aura toujours 30% des personnes sous les 1 200 €. Donc ça, c'est une difficulté, c'est-à-dire que, en fait, c'est d'abord une réforme d'économie, surtout ça, et c'est d'ailleurs pour ça que les femmes supportent un gros décalage. C'est pas un petit à côté, c'est parce qu'on cherche à faire des économies. Et le gouvernement a, pendant 2 semaines, expliqué que c'était une réforme de progrès. Il y a très très peu de progrès, il y a quelques gains pour certains, et pour l'essentiel, c'est moins 6 mois, moins 1 an, moins 2 ans de retraite. Alors, autre ouverture possible au sein des carrières longues pour prendre en compte des personnes entrées dans le marché du travail, de l'emploi à 20 ans. C'est une demande des députés Les Républicains. Vous l'appuyez, cette demande ? Et c'est une demande des sénateurs centristes et d'Hervé Marseille également. Oui, on demande effectivement que les carrières longues soient mieux prises en compte, au même titre que la pénibilité. Ça fait partie des sujets qui doivent intégralement être examinés. Encore une fois, moi je le répète, nous ne sommes pas contre la réforme de l'âge des retraites. Nous ne sommes pas contre l'allongement de la durée de cotisation, mais si on ne fait que cela et qu'on ne tient pas compte de l'écosystème environnant, on sera passé à côté de la réforme. Et si vous me permettez, je voudrais quand même juste revenir sur un point qui a été évoqué, mais qui est extrêmement important. On est dans un pays qui souffre d'un défaut de politique familiale depuis maintenant 20-25 ans. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'accompagne pas les familles, on n'accompagne pas la natalité, on ne soutient pas les femmes dans un parcours de vie également. On voit la natalité qui baisse. Vous l'avez dit, moins que dans d'autres pays européens, mais c'est aussi un équilibre global. On a une natalité qui est en diminution, c'est aussi quelque chose qui vient fragiliser le système de retraite par répartition tel qu'il existe. Stéphanie Villers, on a vu les jeunes, les ouvriers, les employés, les travailleurs dits de la seconde ligne qui se sont particulièrement mobilisés. Tous devront donc rester en poste 2 ans de plus. Y a-t-il des gagnants dans cette réforme, hormis les retraités d'une certaine façon ? En fait, s'il faut regarder le verre à moitié plein, on espère que ces efforts permettront de maintenir le système par répartition plus ou moins à l'équilibre. Pour autant, je pense que compte tenu de ce taux de fécondité, cette espérance de vie, le système tel qu'il existe, uniquement par répartition, n'est pas soutenable sur le long terme. Donc il faudra forcément envisager un développement de la retraite par capitalisation pour essayer de compenser ces déséquilibres qui sont structurels et qui ne permettent pas de faire fonctionner le système de répartition sur le long terme, sauf à faire effectivement, à maintenir un endettement du pays de manière récurrente et très élevée. Et ailleurs, comment ça se passe ? On va partir en Allemagne pour le savoir avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibault.
Pascal, en Allemagne, on a déjà dépassé les 64 ans. Quel est l'âge légal de départ à la retraite et à quel âge les Allemands partent-ils réellement à la retraite ? Alors, en Allemagne, on a adopté une réforme importante il y a une quinzaine d'années lors d'un gouvernement de grande coalition d'Angela Merkel. C'était un ministre du Travail, d'ailleurs social-démocrate, qui a adopté le principe d'un report de l'âge du départ légal à la retraite de 65 à 67 ans. Ça se fait graduellement par étapes. Pour atteindre les 67 ans en 2029, on en est aujourd'hui à 65 ans et 11 mois. Donc ça, c'est la base légale. Certains économistes, certains experts estiment même que l'âge de départ à la retraite à l'avenir devrait être revu à la hausse. Certains parlent même de 70 ans. Dans le contrat de coalition signé il y a un peu plus d'un an, on s'oppose à une telle mesure et on ne veut pas de baisse du niveau des retraites, autres paramètres qu'on pourrait modifier. Alors, l'âge auquel les Allemands partent concrètement à la retraite, aujourd'hui, c'est environ 64 ans. Il faut avoir une retraite. Pour avoir une retraite à taux plein, il faut avoir 45 annuités. On peut donc partir à 63 ans. On peut aussi partir si on a eu 35, si on a cotisé durant 35 ans, mais c'est associé à des cotes. Alors certains retraités allemands cumulent emploi et retraite. Quelle est l'ampleur exactement de ce phénomène ? Alors, c'est un phénomène qui s'est développé, notamment durant les 10 dernières années. On est par exemple passé pour des personnes de plus de 65 ans à un taux d'activité de 10 à 17% entre 2011 et 2021. Alors, c'est d'un côté par nécessité, parce qu'il y a des personnes qui ont un problème de pauvreté, qui ont des retraites trop faibles pour pouvoir boucler leur fin de mois. Ça vaut notamment pour les femmes, en raison du fait que les femmes en Allemagne ont beaucoup moins des emplois à temps plein que les hommes. Un tiers des femmes travaillent à temps plein ici contre 7 hommes actifs sur 10. D'autres retraités choisissent de continuer à travailler parce qu'ils veulent être actifs, parce qu'ils veulent continuer à conserver des contacts, dans des contacts humains en quelque sorte. Et comment la grogne en France est-elle perçue en Allemagne ? Les Français seraient-ils paresseux, comme fait mine de s'interroger l'hebdomadaire allemand Der Spiegel ? Oui, alors effectivement, le magazine, son correspondant à Paris, a écrit cet article cette semaine avec un titre un peu provoquant, même si en fait il analyse assez bien pourquoi il y a ces protestations aussi importantes en France. Il souligne notamment le fait qu'il y a un problème de souffrance par rapport au travail qui est plus important en France qu'ailleurs et qui explique peut-être le fait que la retraite serait pour les Français un âge d'or à venir plus que peut-être dans d'autres pays. Sinon, ce qu'on voit un peu, et c'est ce que résume une caricature parue cette semaine, on voit le Français qui dit « nous sommes en grève contre la réforme des retraites » et l'Allemand qui lui répond « la réforme de quoi ?» Donc il y a aussi beaucoup de commentaires qui soulignent que finalement, pourquoi toutes ces protestations pour 2 ans et pour 64 ans alors qu'on vient de le dire, en Allemagne, la retraite l'âge légal doit passer à 67 ans et beaucoup de commentaires dans la majeure partie des journaux estiment que c'est une bonne chose, cette réforme, une réforme courageuse, titrait un quotidien encore il y a quelques jours. Peut-être une réaction sur ce point de la souffrance au travail qui serait, en tout cas, cette perception qui serait peut-être plus importante en France qu'en Allemagne. C'est effectivement ce que disent les statistiques, notamment d'Eurostat, sur la souffrance au travail, le stress qui peut être psychique ou physique. Et effectivement, si on veut améliorer les conditions d'emploi, en fait, il faut s'y prendre beaucoup plus tôt. Et c'est là où dire on va faire la réforme des retraites et un plan pour les conditions de travail, c'est arrivé un peu après la bataille, parce que les premières personnes qui vont être concernées par la réforme, elles sont aujourd'hui aux portes de la retraite. Donc même si les choses s'améliorent, ça va prendre du temps. Et effectivement, ce qui nous est dit, c'est que dans les autres pays européens, le travail est parfois moins intense. Par exemple, on parlait de l'emploi des femmes. En Allemagne, typiquement, le temps partiel est beaucoup plus développé chez les femmes. En France, on a 30% de temps partiel, mais c'est du temps partiel plutôt long. Et on a beaucoup de femmes à temps plein. Oui, il faut voir, même en Allemagne, il est subi, parce qu'il n'y a pas de système de garde d'enfants. Donc, non, moi, je pense que ce n'est pas une solution. Je suis plus pour le développement du temps partiel chez les seniors. Parce que justement, en fait, en France, on passe trop rapidement de l'activité à l'inactivité, du travail à la retraite, de manière assez brutale. Et au contraire, je pense que c'est ce qui se passe aux Pays-Bas et ça se passe très bien. En fait, le temps partiel se développe sur la catégorie d'âge des seniors. On le comprend bien parce qu'effectivement, on arrive en fin de carrière assez soufflé. Par contre, on a une transmission de compétences à faire, notamment
avec le développement chez nous des contrats d'apprentissage, puisque maintenant on a trouvé la méthode pour insérer les jeunes sur le marché de l'emploi. On a créé 700 000 contrats d'apprentissage en 2021. Ces jeunes-là, ils sont déjà en temps partiel dans l'entreprise. Donc en fait, il faudrait mettre en face des seniors aussi en temps partiel qui auraient pour utilité non pas de se former à un autre métier, parce que demander à quelqu'un de 60 ans de se former sur un autre métier, je ne vois pas l'intérêt, mais pour autant d'aller former le plus jeune et lui transmettre ses compétences. Je pense que là aussi, il faut être plus innovant, en fait. C'est ce type de proposition que vous poussez pour justement mieux s'adapter, oui, c'est mieux logique de développer le travail du senior. D'accompagnement, c'est aussi des choses... Voilà. Sur l'Allemagne, effectivement, le temps partiel subi, il est réel. Il n'y a pas de cantine scolaire en Allemagne. C'est les familles qui assurent le cantinage. Donc effectivement, ça oblige beaucoup de familles à se répartir. L'un des deux ne travaille pas ou travaille partiellement. C'est aussi une réalité d'accompagnement social qui est beaucoup plus faible que ce qu'on a en France. Il y a peut-être un travail à faire aussi sur l'image que l'on a des seniors en France, qui coûterait trop d'argent, serait un trop productif. Mais le jour où vous êtes à la retraite, vous n'êtes pas non productif, vous n'êtes pas plus rien. Enfin, vous avez une capacité aussi à avoir une vie sociale, une vie professionnelle. Et je pense qu'effectivement, ce couperet, cette espèce d'effet guillotine, il est terrible pour des gens qui pourraient continuer à donner, à apporter d'une part. Et puis, un mot sur l'apprentissage. L'apprentissage, moi, c'est quelque chose auquel je crois énormément. La réalité de l'apprentissage, si on veut pouvoir le développer, on a besoin de donner aujourd'hui des garanties aux entreprises qui misent sur un apprenti, de ne pas former quelqu'un pour qu'il parte dès qu'il a été formé. Et là, on a un vrai sujet, sinon on va tarir la poule aux œufs d'or. Alors, il nous reste très peu de temps, mais je voudrais qu'on regarde très rapidement ce comparatif avec nos voisins. Les Français partent en moyenne plus tôt à la retraite, selon un rapport publié en 2022, toujours par le COR. Regardez, vous voyez, on part relativement plus tôt en France. Michaël Zemmour, les Français travaillent-ils moins longtemps que leurs voisins ? Ou s'il y a une question de productivité à prendre en compte. Effectivement, le travail est plus intense en France, on l'a dit, donc la productivité du travail est particulièrement marquée en France. Et par ailleurs, on a des réformes précédentes qui ne sont pas encore finies. C'est-à-dire que ces chiffres-là, dans les 20 prochaines années, ils devraient converger plutôt vers 64 ans. Les Français sont-ils paresseux ? Non, en fait, lorsqu'on travaille, on travaille comme les autres, même mieux, mais en fait, globalement, on est moins nombreux à travailler. En fait, ce qu'il faut, c'est développer le taux d'emploi, parce que lorsqu'on arrive plus tard sur le marché du travail, et par rapport aux autres pays, et aussi on part plus tôt. Donc en fait, pour accroître la quantité de travail, il faut accroître le nombre de personnes qui ont un emploi. Jean-Philippe Dubois-Clément, un mot de conclusion très rapidement. Non, moi je ne crois pas que les Français soient paresseux. Par contre, je crois que les Français, ils ont besoin de retrouver du sens au travail. Il y a aussi besoin d'avoir une revalorisation, y compris financière, du fait de travailler par rapport au fait de ne pas travailler. Il n'y a pas de paresse des Français. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est quel sens ? On travaille pour quoi faire ? Merci beaucoup. Merci à tous les trois. Merci aussi à Pascal Thibault depuis Berlin. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur France 24.